Bonjour, dans cette capsule, nous allons vous présenter notre projet Les éprouvettes pompettes fait par Camille Hébert et Arnit Gotra. Le but de notre projet, c'est de trouver expérimentalement la concentration en éthanol dans différentes boissons alcoolisées commerciales. Donc pour nous, on a fait la vodka, le rhum, la tequila et de la bière. Avant d'entrer dans les détails de notre projet, on va vous parler un peu de c'est quoi l'éthanol. L'éthanol, c'est un composé organique liquide et incolore. C'est une molécule toxique qui est présente dans les boissons alcoolisées, puis c'est la molécule qui est responsable pour le sentiment d'euphorie et de désinhibition qu'on ressent quand on consomme. Donc l'alcool est évidemment consommé par la bouche où déjà là, il y a une très petite quantité d'éthanol qui va être absorbée. Le liquide va ensuite circuler par l'œsophage pour se rendre jusqu'à dans l'estomac. Puis ensuite, la muqueuse de l'estomac va absorber environ 10 à 15% de l'éthanol consommé, ce qui va lui permettre de rejoindre le sang. Ensuite, le restant de l'éthanol va traverser le sphincter pylorique. Le sphincter pylorique, c'est un muscle qui est situé à la sortie de l'estomac puis qui permet de contrôler le passage du contenu de l'estomac vers l'intestin grêle, où le reste de l'éthanol est absorbé. Quand on boit après avoir mangé un repas, le sphincter est fermé et laisse passer lentement le bol alimentaire vers l'intestin grêle. Ça fait que l'éthanol prend plus de temps pour se rendre dans le sang, donc que ça va prendre plus de temps pour ressentir les effets de l'alcool. Au contraire, quand on boit à jeun, donc sans avoir mangé ou même en ayant juste mangé un petit peu, le sphincter va laisser passer le contenu de l'estomac beaucoup plus facilement, donc l'éthanol va se rendre plus vite au sang, puis les effets vont être ressentis beaucoup plus rapidement. Après avoir été absorbé par l'estomac et l'intestin grêle, l'éthanol va voyager par le sang pour se rendre jusqu'au foie, où la majorité va être métabolisée, mais ça on va en reparler plus tard. Le foie a une limite physiologique d'éthanol qu'il peut métaboliser sur un certain temps, donc il va toujours rester une petite quantité d'éthanol dans le sang. Cette petite quantité-là va se rendre jusqu'au poumon où elle va traverser la membrane alvéolo-capillaire pour se rendre aux alvéoles pulmonaires, puis être expirée par la bouche. Puis dans le fond, c'est comme ça que fonctionnent les éthylomètres. C'est que selon la concentration d'éthanol qui est expirée par la bouche, on est capable de calculer la concentration d'éthanol qu'il y a dans le sang. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le foie il métabolise l'éthanol avec une série de réactions d'oxydation. Fait que pour commencer, c'est l'enzyme appelée alcool déshydrogénase ou ADH qui va transformer l'éthanol en acétaldéhyde à l'aide d'un intermédiaire qui s'appelle la nicotinamide adénine dinucléotide ou NAD+. Cette molécule-là est réduite par deux électrons pour former du NADH. L'acétaldéhyde, c'est une molécule qui est encore plus toxique que l'éthanol parce qu'elle peut s'attacher aux protéines dans notre corps et à l'ADN, ce qui peut causer des cancers, mais aussi parce qu'elle interagit avec les neurotransmetteurs qui sont comme les messagers de notre système nerveux, ce qui explique pourquoi l'alcool peut être très addictif. Bref, l'acétaldéhyde, c'est une molécule qui est très nocive, donc notre corps veut s'en débarrasser le plus vite possible. Donc l'acétaldéhyde est transformé en acétate à l'aide d'une enzyme qui est appelée acétaldéhyde déshydrogénase ou ALDH. Encore une fois, il y a du NADH qui va être produit à partir de NAD+. L'acétate, c'est une molécule qui est un peu moins dangereuse que l'acétaldéhyde, mais elle agit tout de même comme dépresseur du système nerveux et elle peut affecter différents processus métaboliques. Donc enfin, l'acétate va soit être transformé en dioxyde de carbone qu'on va expirer ou en acétyl-CoA, qui est une molécule qui est impliquée dans la production d'ATP. Puis, pour être bref, l'ATP, c'est la source d'énergie de notre corps. L'éthanol est capable de faire des ponts H avec les molécules d'eau, ce qui fait qu'elle a une grande affinité avec l'eau. Puisque notre corps est composé en majorité d'eau, l'éthanol est capable d'entrer dans presque tous nos tissus, à l'exception des tissus osseux puis des tissus adipeux parce qu'ils sont hydrophobes. L'éthanol interagit avec le système nerveux en stimulant le système nerveux sympathique, qui est la partie qui s'occupe de la réponse de stress. Dans le fond, le système nerveux sympathique, il va augmenter la fréquence cardiaque, ce qui va accélérer la circulation du sang dans notre corps, puis qui va permettre à l'éthanol de se rendre plus vite dans nos tissus, dont celui du foie pour le métabolisme et celui du cerveau. L'éthanol affecte le cortex préfrontal du cerveau, qui est responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions, et va aussi affecter le cervelet, qui s'occupe de l'équilibre et des réflexes. Fait que c'est pourquoi, quand on consomme de l'alcool, on peut avoir une diminution du jugement, diminution des réflexes, diminution de l'équilibre et augmentation de l'impulsivité. La consommation d'alcool peut évidemment avoir plusieurs effets négatifs. Par exemple, ça peut causer des dommages aux organes comme le foie, l'estomac, le cœur et le cerveau, puis ça peut augmenter le risque de cancer du foie, du sein, de la gorge et de l'estomac. Il y a d'autres risques qui sont associés comme l'hypertension artérielle, l'infertilité, les irrégularités hormonales et certains troubles de la santé mentale comme la dépression, l'anxiété et la dépendance. Pour le dosage d'éthanol, on s'est référé à la réaction de Belousov-Zabotinsky, qui est une réaction d'oscillation colorimétrique
qui présente les changements périodiques de concentration de différents composés. Cette réaction implique l'oxydation de l'acide malonique par des ions bromates en présence d'un catalyseur ionique métallique qui est la ferroïne. La ferroïne, qui est aussi un indicateur coloré redox, change de couleur en passant de rouge à bleu en fonction de son état d'oxydation. Le changement de couleur permet d'observer les oscillations chimiques. Lorsque la solution devient bleue, cela indique que la ferroïne est sous sa forme oxydée, tandis que la couleur rouge correspond à sa forme réduite. Ces oscillations sont expliquées par un mécanisme appelé field Corros-Noyes, qui se repose sur trois processus. Le premier processus de cette réaction correspond à la diminution de la concentration des ions bromure. Cette étape est importante car les ions bromure jouent le rôle des inhibiteurs et la concentration élevée ralentit certaines réactions du système et empêche la ferroïne de s'oxyder. Ensuite, après que la concentration des ions bromure s'est diminuée, un deuxième processus, appelé la réaction autocatalytique, qui est une réaction où un produit favorise la poursuite de la réaction, débute. Pendant ce processus, la ferroïne s'oxyde et il y a un changement de couleur de rouge à bleu à cause de cette oxydation. Le troisième processus correspond à la régénération de bromure et à la réduction du catalyseur. Pendant cette étape, certaines réactions du système génèrent de nouveaux ions bromure et la ferroïne est réduite, ce qui cause à la solution de redevenir rouge. Pour passer d'une couleur à une autre, il est important d'avoir une diminution continue de la concentration des ions bromure pour que le système puisse alterner entre un état réduit et un état oxydé de manière cyclique. Pour étudier l'effet de la concentration de l'éthanol sur les oscillations, on a préparé des solutions chimiques par dilution à partir de différents composés liquides et solides tels que la ferroïne, l'éthanol, l'acide sulfurique, le bromure de sodium, l'acide malonique et le bromate de sodium. Ensuite, on a réalisé une régression linéaire. Le but était de construire une droite qui relie la concentration d'éthanol à la période d'oscillation pour ensuite calculer les concentrations inconnues des boissons commerciales alcoolisées. Pour cela, on a mesuré une petite quantité de chaque réactif d'une éprouvette qui contenait un baron magnétique. Pour déterminer la quantité d'éthanol et d'eau, on s'est référé à ce tableau, qui nous donnait le volume nécessaire selon la concentration d'éthanol désirée. La ferroïne a été ajoutée à la fin, après avoir agité le mélange, pour démarrer la réaction oscillante. Pour mesurer la période d'oscillation, qui est le temps requis pour compléter un cycle de changement de couleur, on a fait des enregistrements vidéo. Et pour chaque concentration d'éthanol, on a fait 3 essais pour avoir des résultats plus précis. Pour terminer la partie expérimentale de ce projet, on a préparé des solutions en diluant des boissons commerciales alcoolisées telles que la vodka, le rhum, la tequila et la bière, pour ensuite déterminer la concentration en éthanol à partir de la période d'oscillation et de l'équation de la régression linéaire. Les résultats obtenus montrent qu'il existe une relation inverse entre la concentration en éthanol et la période d'oscillation. Comme la pente négative l'indique, lorsque la concentration d'éthanol augmente, la période d'oscillation diminue, ce qui signifie que les oscillations deviennent plus rapides. Par exemple, pour une concentration de 0,95%, on a obtenu une période moyenne de 41 secondes. Et pour une concentration de 4,75%, on a obtenu 15 secondes comme période moyenne. Ce phénomène est expliqué par le rôle de l'éthanol dans la réaction de Belousov-Zhabotinsky. L'éthanol agit comme un agent perturbateur en réagissant avec des agents oxydants de la réaction pour accélérer le passage entre les états réduits et oxydés de la ferroïne, ce qui permet le changement de couleur dans une période plus courte. Ainsi, plus il y a de l'éthanol, plus la transition entre les états réduits et oxydés est rapide.
Le coefficient de détermination, qui est de 0,9791, est très proche de 1, ce qui montre que la relation entre la concentration d'éthanol et la période d'oscillation est presque linéaire. Plus le coefficient de détermination est proche de 1, plus les données expérimentales suivent la droite de régression. Cela nous permet d'utiliser la période d'oscillation pour trouver la concentration des boissons alcoolisées. À l'aide de l'équation de la régression, on a calculé les concentrations en éthanol de ces boissons. Pour la vodka, le rhum et la tequila, les valeurs expérimentales obtenues étaient inférieures aux valeurs de référence. Les valeurs de référence se situent autour de 38 à 40 %, mais les valeurs expérimentales obtenues sont entre 17 et 19 %. Pour la bière, une concentration négative de moins 9,48 % a été obtenue. Puisqu'il existe un grand écart entre les valeurs expérimentales et les valeurs de référence, les résultats obtenus ne concordent pas avec les valeurs attendues. Il est possible que l'équation de la régression linéaire représente moins bien les boissons avec des faibles concentrations d'éthanol. Donc, pour conclure, le but de notre projet était de trouver expérimentalement la concentration en éthanol dans différentes boissons alcoolisées commerciales. Donc, on a fait la vodka, le rhum, la tequila et la bière. Puis, c'était de faire ça à l'aide de la réaction d'oscillation colorimétrique de Belousov-Zhabotinsky. Donc, on a plus ou moins été capable d'atteindre notre but parce qu'on a été capable d'avoir quand même une très belle régression linéaire avec un R2 proche de la perfection, mais toutes les concentrations qu'on a calculées expérimentalement ne concordent pas avec les valeurs de référence, même qu'on a une concentration négative, ce qui est physiquement impossible. Il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer pourquoi on a un si grand écart entre nos valeurs de référence et nos valeurs qu'on a obtenues expérimentalement. Entre autres parce que la molécule d'éthanol est volatile, donc puisque sa température d'ébullition est en dessous de 150 degrés Celsius, ça veut dire que cette molécule-là peut s'évaporer à température pièce au fil du temps. Puis, puisque les bouteilles d'alcool qu'on utilisait pour faire le projet, elles ont été ouvertes il y a quand même très longtemps, donc ça se peut que entre le temps que la bouteille a été ouverte et qu'on a fait l'expérience, il y a eu plusieurs de ces molécules-là d'éthanol qui se sont évaporées, ce qui aurait diminué la concentration des boissons alcoolisées qu'on utilise, puis qui aurait faussé nos résultats. Aussi, une des grandes questions, c'est pourquoi est-ce que nos résultats sont aussi loin des valeurs de référence, considérant que notre régression linéaire est aussi belle. Dans le fond, ça voudrait dire que le problème n'est pas dans la réaction elle-même ou dans notre projet, mais plutôt peut-être dans les boissons qu'on a utilisées. Donc, dans le fond, quand on a fait la régression linéaire, on a utilisé une solution d'éthanol pur diluée dans de l'eau. Donc, il n'y avait vraiment aucun autre réactif qui pouvait interagir avec cette réaction-là. Cependant, quand on a dosé avec les boissons alcoolisées, ces boissons-là, ils contiennent d'autres alcools ou d'autres composés aromatiques qui pourraient interagir avec la réaction, puis avoir un effet sur la période d'oscillation de la réaction. Une autre cause d'erreur pourrait aussi être le fait que la quantité de ferrine qu'on mettait dans les éprouvettes pour chaque réaction était plus ou moins précise. Donc, dans le fond, puisque la ferrine était une solution très foncée, on avait beaucoup de difficultés à lire la quantité qu'il y avait qu'on versait dans la burette. Puis, puisque la ferrine, c'est le réactif qui va causer le changement de couleur, ça a un très gros impact sur la réaction d'oscillation. Donc, le fait de ne pas être certain de si on ajoute vraiment exactement la même quantité de ferrine dans chaque éprouvette pourrait expliquer pourquoi la plupart de nos résultats, même dans la même concentration d'éthanol, avaient un très grand écart entre elles. Donc, pour essayer de diminuer ces causes d'erreur-là, on pourrait, entre autres, utiliser des bouteilles d'alcool neuves pour éviter qu'il y ait de l'évaporation avec le temps, et aussi d'utiliser un cylindre gradué ou une pipette volumétrique pour mesurer le volume de ferrine pour s'assurer que chaque éprouvette a vraiment le même volume de ferrine. Si on avait 6 autres cours pour continuer le projet, on commencerait par faire plusieurs autres essais pour chacune des boissons alcoolisées. Dans le fond, on a fait 3 essais pour chacune des boissons alcoolisées, puis au final, on a seulement gardé 2 des valeurs qui étaient obtenues, parce qu'il y a souvent une des 3 qui était drastiquement différente des 2 autres, puis même là, les 2 qu'on a conservés avaient un très grand écart entre les 2. Donc, en faisant plusieurs autres essais, on serait capable d'avoir une valeur plus précise puis d'être vraiment certaine que les valeurs qu'on conserve sont bien les bonnes. Aussi, si on avait plus de temps pour notre projet, on aurait vraiment aimé ça de tester d'autres boissons alcoolisées ou même des boissons qui sont non alcoolisées comme des bières qui sont non alcoolisées ou même du kombucha pour voir s'ils ont réellement aucune molécule d'éthanol dans ces boissons-là.
Une autre idée intéressante aurait été d'observer notre réaction sous un spectrophotomètre. Effectivement, ça nous aurait permis d'avoir une représentation graphique de l'oscillation colorimétrique de la réaction. Donc c'est tout pour notre capsule sur notre projet Les éprouvettes pompettes. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'éthanol puis sur la réaction de Belousov-Zabotinsky. Merci d'avoir écouté!